de l'État et puis donc le panorama des menaces qui peuvent guetter les entreprises. Donc là, nous allons poursuivre avec des approches pratiques de la cybersécurité, donc puisque nous allons nous intéresser particulièrement aux stratégies mises en place dans les entreprises pour lutter contre les les différents intervenants. Donc, tout d'abord, Monsieur Édouard Janson, qui nous vient de Capgemini. Monsieur Janson, donc, ça fait depuis 25 ans que vous êtes chez Capgemini. Vous êtes entré d'abord comme stagiaire, chef de projet, directeur d'entité opérationnelle. Et depuis 2018, donc, vous êtes RSSI de Capgemini. En parallèle, et toujours avec Capgemini, donc, vous avez travaillé sur le développement du campus cyber. Et vous avez d'ailleurs un engagement très fort pour la formation, puisque vous œuvrez pour la transmission des connaissances et des compétences qui ont trait à l'ensemble des métiers du cyber, et pas seulement donc, de RSSI, auprès du plus grand nombre. Merci de votre présence. Ensuite, donc, nous avons Monsieur Reza Elgaleh, qui est RSSI à l'Université de technologie de Troyes, qui est également chef d'escadron dans la réserve de la gendarmerie nationale, qui est responsable d'un excellent master spécialisé expert forensique et cybersécurité à l'UTT. Et vous êtes également donc trésorier du projet CyberEdu, qui est un projet, et vous me corrigez si je me trompe, mais qui vise en fait à introduire des notions de sécurité dans l'ensemble des formations qui ont trait au numérique, mais qui ne sont pas spécialisées dans le numérique. D'accord. Et merci d'être là. Monsieur Jean-Yves Ruzawen. Donc, vous avez plus de 20 ans d'expérience dans l'IT. Vous êtes actuellement directeur qualité, sécurité, environnement de travail chez AXA France. Vous avez donc travaillé dans différents métiers de l'IT, donc aussi bien sur des fonctions de groupe qu'au niveau d'entité opérationnelle. Vous avez aussi une expérience internationale, puisque donc, vous avez passé 8 ans à l'étranger, donc notamment 5 ans à Hong Kong et 3 ans au Japon. Et bien évidemment, même en France, vous continuez de vous préoccuper de toutes ces questions internationales. Au sein de cette direction, vous avez 3 responsabilités. Donc, puisque vous êtes le responsable de la sécurité des systèmes d'information pour AXA France, vous êtes également directeur de la qualité IT pour AXA France et directeur des systèmes d'information des fonctions support. Il n'y en a pas d'autres? Bon. Merci d'être venu. Et enfin, donc Monsieur Eric Egea. Donc, Eric, après plus de 20 ans passé au ministère des Armées, vous terminez donc votre carrière au poste d'officier de sécurité des systèmes d'information d'une base de défense. Et donc, vous rejoignez la société civile en 2013. Pour l'instant, c'est ça. OK. Vous intégrez donc bien évidemment la réserve citoyenne de cyberdéfense et vous investissez donc notamment dans la sensibilisation sur toutes ces questions auprès des PME, PMI, mais également des collégiens. En 2017, vous êtes diplômé de la première promotion donc, du master spécialisé de RESA, donc expert forensique et cybersécurité de l'UTT, je précise, et vous rejoignez un cabinet de conseil pour porter votre thèse professionnelle sur le thème de la loi de programmation militaire, qui est un vaste sujet. Et depuis donc 2019, vous êtes le RSSI de NTT France et depuis l'année dernière, vous êtes l'un des administrateurs du CLUSIF. Voilà. Donc nous prendrons jusqu'à midi 10, midi 15. Je vous demanderai bien à la fin de rester 5 minutes supplémentaires, donc, puisque Monsieur Egea nous fera une petite présentation sur l'association du CLUSIF, voilà, qui devait être présente donc, parmi nous aujourd'hui. Voilà. Donc, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Janson, qui va donc nous parler de la sécurité de son poste de travail. Sécurité du poste de travail ou phishing? Parce qu'on avait préparé... Donc, vous avez compris la problématique, c'est comment on sécurise notre système d'information, mais comment on sensibilise nos collaborateurs. Alors, en préparant, on s'était dit qu'il y avait une image il y a quelques années, on disait que le problème était entre le clavier et la chaise. Maintenant, on ne communique plus comme ça. On explique que la première zone d'alerte ou la première remontée des signaux faibles, c'est entre le clavier et la chaise. Et nos utilisateurs sont nos premiers relais sur le terrain de qu'est-ce qui peut se passer. Alors, on n'est pas dans un film, c'est un truc réel. Si vous prenez l'exemple qui est arrivé à Sopra Steria il y a quelques années, c'est 2 collaborateurs qui ont cliqué sur un mail au moment d'Halloween et qui se sont fait avoir.
Et c'était vraiment une logique de phishing de masse. Donc vous avez beau essayer d'entraîner vos collaborateurs régulièrement sur des fausses campagnes de phishing, l'assurance nous oblige à en faire 4 minimum par an. Donc on fait 4 campagnes de phishing par an. On a beau, derrière ces campagnes, faire des resensibilisations, renvoyer des messages à ceux qui ont cliqué, leur expliquer pourquoi il ne fallait pas cliquer, parce qu'il y avait bien une barre rouge qui expliquait que c'était un mail extérieur, qu'il fallait bien regarder l'adresse email de l'expéditeur et se rendre compte que ce n'était pas écrit Sogeti, mais Soketi. Et ça nous est encore arrivé il y a 2 jours, quelqu'un qui a essayé de détourner un paiement en transformant Sogeti en Soketi. Le G était remplacé par un Q. Maintenant, avec les caractères cyrilliques, c'est encore plus facile. Vous changez un caractère par un caractère cyrillique et vous le voyez encore moins. Donc vous avez beau faire ces campagnes de phishing X fois dans l'année, vous avez beau leur faire derrière des petits modules, écrire particulièrement un manager qui écrit au collaborateur pour lui dire « t'as cliqué, t'aurais pas dû cliquer, en conséquence, tu vas aller faire une formation complémentaire ». Ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai toujours 8% d'abrutis qui cliquent. Alors qu'il m'en suffit qu'un seul pour piéger la boîte. Et quand je parle de 8% sur une structure en France de 37 000 personnes, vous voyez que ça m'en fait encore pas mal à convaincre. Donc j'ai beau avoir bien évidemment mis un EDR sur mon poste de travail, avoir mis un antivirus, avoir ces campagnes de phishing d'entraînement, j'en ai toujours qui cliquent. Alors j'ai essayé de sortir un peu du cadre. Donc on a un magazine interne qui circule en électronique toutes les semaines qui s'appelle France News. Et dedans, je mets des messages. Typiquement, là, j'ai communiqué sur le fait que Google sort un nouveau nom de domaine, le .zip, ce qui va être très pratique pour les phishing, ça aussi. Parce que quand vous cliquerez, vous pensez que c'est un fichier, mais en fin de compte, vous serez en train de cliquer sur un lien. Donc de passer des brefs comme ça régulièrement, de faire des web events. Donc je fais des conférences par web où je fais intervenir un chef de projet qui va expliquer ce qui lui est arrivé sur son projet, comment il a dû réagir, comment il a dû gérer la crise. J'ai beau faire un web event au mois d'octobre, au moment du mois de la cyber, et de faire quelque chose décalé, de faire intervenir un interlocuteur extérieur à l'entreprise qui va témoigner. Donc on avait fait l'année dernière le général Marc Boger, on avait fait venir Marc l'année précédente. Essayer d'expliquer que c'est pas qu'une problématique professionnelle, mais une problématique aussi qu'on a dans la vie particulière, et qu'il faut sensibiliser ses enfants. Je vais être défaitiste aujourd'hui, mais ça marche pas, quoi. Ça fonctionne pas et j'en ai toujours eu 8% qui cliquent. Donc je crois que le rôle de la formation, le rôle de la sensibilisation, on dit qu'en communication, passer bien un message, il faut le passer minimum 3 fois, essayer de le passer de forme différente. Donc par des mails, par des news, on a des bornes d'affichage digital, essayer de le mettre dessus, mettre des affiches dans l'ascenseur. On a essayé de faire des goodies aussi, forme petit couteau suisse, format carte bancaire avec des messages écrits dessus. Et je crois que c'est le seul salut. Maintenant, on fera le lien avec l'interlocuteur suivant, c'est la formation dans les écoles. Aujourd'hui, comment former dans les écoles d'ingénieurs, comment former dans les écoles qui ne sont pas des écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, dans les écoles de marketing, comment sensibiliser dans les collèges et les lycées. Donc j'ai effectivement, comme vous le disiez en intro, un dada qui est m'occuper de ces sujets de formation. Alors à l'origine, c'était comment on peut avoir plus de professionnels. Et donc j'ai commencé à réfléchir au programme de reskilling. On avait monté un master de reskilling avec l'ISEP sur les métiers de l'ANSSI qui était intégrateur et architecte cybersécurité. Après, comment sensibiliser dans les écoles? Donc là, je m'occupe du groupe de travail formation du campus cyber. Donc en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, on va lancer en octobre une campagne dans les collèges et les lycées avec des affiches, avec des personas qui sont proches des cartoons ou des webtoons qu'utilisent aujourd'hui les jeunes, qui présentent des métiers. On a bien pris soin de mettre autant d'hommes que de femmes, parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, on n'a que 11% de femmes. Donc, un axe de croissance et de développement qui enrichirait nos équipes, c'est quand même d'avoir plus de femmes dans nos équipes. Donc, c'est pas un métier d'homme. Quand je dis c'est pas un métier d'homme, c'est pas des métiers, parce que les jeunes pensent que c'est un seul métier, alors qu'il y a toute une famille de métiers. Donc, en repartant de la cartographie de l'ANSSI, on a développé une matrice des compétences pour définir les différents métiers et les compétences nécessaires sur ces métiers. Donc, une matrice qui est disponible sur le site du campus. On va faire une conférence au mois de septembre
avec l'association des DRH pour expliquer nos métiers aux DRH et essayer de faire qu'ils en parlent et qu'ils reconvertissent dans leurs entreprises des ingénieurs réseau, des informaticiens ou des développeurs qui aujourd'hui se posent des questions. Et on va aussi beaucoup communiquer sur le fait qu'on puisse y faire carrière. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'on ne peut pas faire carrière dans la cyber, qu'il n'y a qu'un seul métier, pentest à capuche et point barre. C'est complètement faux. Il y a X métiers et on peut commencer analyse de SOC pour aller derrière faire de l'intégration, après aller faire de l'audit technique, après faire de l'audit orga, après faire de la gestion de projet. On peut faire plein de métiers, on peut y faire une carrière. Je présente souvent en disant qu'en ce moment, on parle de départ à la retraite. Bah, nous, sur la cyber, je crois qu'on n'a pas ce problème-là, que jusqu'en pour pousser l'âge de la retraite, on aura toujours du boulot et on restera toujours bankable. Donc ces sujets de formation et de sensibilisation, ils sont clés pour nous, pour 2 raisons. 1, pour trouver plus de ressources, parce qu'aujourd'hui, on manque de ressources. Et 2, parce qu'on n'y arrivera que par la sensibilisation pour que les gens se posent la question. Et ce n'est pas les outils qui résoudront le problème, c'est vraiment l'utilisateur qui se posera la bonne question en regardant un email en se disant l'adresse expéditeur, c'est bizarre, le sujet, c'est bizarre. Pourquoi il y a pas, mon nom n'apparaît pas en destinataire, mais dans une liste avec un nom. Il y a plein de questions comme ça qui sont des petits indices pour se poser les bonnes questions. Voilà peut-être l'intro qu'on pouvait faire sur ce sujet de sécurité, de sensibilisation, de phishing, qui était le thème à l'origine, et de faire le lien avec la présentation suivante. Très bien. Merci. Du coup, j'ai un truc à projeter. Oui, c'est pour ça que je vais le mettre par là-bas. Donc rebonjour, je suis Rezel Gallet, responsable du master spécialisé cyber, RSSI, tout ce qui a déjà été dit tout à l'heure par Clément. Ce que je vais vous montrer là, c'est juste une petite vision de la sensibilisation, de ce qu'on peut faire, de ce qui est fait, de ce qui reste à faire. Donc il y a un constat. Donc d'après IBM, 90% des incidents de cybersécurité sont dus à une erreur humaine. Forcément, c'est ce qui a été déjà dit tout à l'heure et qui est répété. Plus de 20 000 postes sont à pourvoir en cybersécurité en France, et ça ne cesse de croître, hein, donc le besoin est vraiment croissant. Des attaques de plus en plus nombreuses et sophistiquées qui vont toucher tout le secteur d'activité. Et j'ai ressorti un graphique que j'ai adapté, mais dont les données sont issues de l'ANSSI et qui a été montré ce matin, sur les établissements qui sont victimes Là, pour le coup, c'est de rançon logicielle en 2022. Et on voit que les PME, TPE, TI sont vraiment les plus touchés. Et également les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et aussi, depuis peu, les établissements d'enseignement supérieur. Donc je touche du bois pour l'instant. Voilà. On a été épargné. En tant que RSSI, ça m'embêterait vraiment qu'on soit touché par ce fléau. Mais bon, allez, je pense que ça arrivera tôt ou tard. Après, il faut juste être assez préparé. Pour être préparé, l'idée c'est de pouvoir sensibiliser. Alors, mon camarade l'a dit, la sensibilisation c'est quelque chose dont on court tous après, et en fait on ne trouve pas la bonne méthode pour sensibiliser, ou en tout cas pour sensibiliser à 100% pour avoir des résultats efficaces, c'est toujours assez compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la sensibilisation en cyber c'est un sujet qui est complètement anxiogène. Les gens se disent bah oui, mais on nous parle de choses qui ne peuvent pas nous arriver, on va nous voler des choses, et en fait la problématique c'est que parfois les gens ne se sentent même pas concernés en se disant de toute façon ça appartient à la boîte, c'est pas mes données à moi, c'est pas perso, donc voilà, on me dit de faire des choses, mais in fine à quoi ça va me servir moi? Il ne faut pas oublier que soi-même, avant d'être un collaborateur d'entreprise, on est une personne individuelle et on utilise tous un smartphone, un ordinateur à la maison, on a tous Internet. Et donc, de fait, les sensibilisations qui vont être faites, elles sont aussi à destination des individus et pas forcément des gens d'entreprise, des collaborateurs d'entreprise. Donc ça, il ne faut pas l'oublier.
Parfois aussi, on reproche un jargon informatique qui est incompréhensible pour les gens. Alors quand on va parler d'IAM, de plein de choses en fait, dont les gens vont se dire mais c'est quoi ce charabia? Et c'est vrai que parfois il y a de l'incompréhension, qui est illustrée par le graphique à côté. Parfois aussi trop de règles à retenir. Alors il faut avoir un mot de passe qui a ça, qui compte tant de caractères, qui n'a pas ça, qui n'a pas son année de naissance, qui n'a pas le nom de son enfant, qui n'a pas le nom de son chien. Et effectivement, ça pose problème parce qu'on se dit que voilà, c'est très compliqué de trouver un mot de passe. Et en fait, on se dit qu'il y a trop de choses à retenir. Pareil, ça nous limite les libertés. Effectivement, c'est vécu comme très castrateur, le fait de dire attention, ne faites pas ci, n'allez pas sur Facebook, ne cliquez pas là, attention à ce lien, il faut lire ci, il faut lire ça. Et du coup, on se retrouve avec plein de choses qui nous tombent dessus et on ne sait plus comment faire en fait. Et la problématique aussi, c'est que les événements sont souvent uniques, c'est-à-dire qu'on fait un acte de sensibilisation et puis derrière, plus rien. Plus rien jusqu'à 1 an plus tard ou voire un peu, ou 6 mois plus tard. Mais en tout cas, il faut comprendre que ça doit être des événements qui doivent être récurrents, peut-être toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faut pas faire du one-shot sur la sensibilisation, il faut que ce soit en continu. Parfois aussi, la direction ne montre pas d'exemple. On va dire, par exemple, tu t'absentes du bureau, bah, tu verrouilles ton ordinateur. Voilà. Et les gens ne verrouillent pas. Et il peut arriver plein de choses, quoi. La femme de ménage qui passe par là, qui fait des choses aussi sur la machine d'un directeur. De fait, voilà, donc ces ensembles d'exemples, les conséquences, bah, c'est qu'il y a une absence d'adhésion de beaucoup de personnes. Alors, le monsieur disait juste avant 8% qui n'adhèrent pas. Encore, c'est peut-être une chance, parce que parfois, on a plus de personnes qui n'adhèrent pas non plus à tout ce qui est recommandé. Alors, l'idée de sensibiliser, bah, en fait, il faudrait faire des formations simples sur la sensibilisation, sur les bonnes pratiques. Par exemple, les trucs de base, détecter les emails de phishing, gestion de mots de passe, l'utilisation sécurisée d'appareils mobiles. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être simples et qui doivent être simplement explicitées. Et encore, je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure, créer des événements récurrents de sensibilisation et pas faire du one-shot et plus rien après. En type d'idées qu'on pourrait donner, peut-être faire des exercices de simulation ludiques, alors des CTF, hein, donc ce sont des challenges, donc les gens qui font pas mal d'informatique et de sécurité connaissent, hein, donc faire des challenges, en fait, des CTF, faire de l'escape game. L'idée, c'est vraiment de montrer que la cybersécurité, ça pourrait être aussi un jeu. Voilà. Alors c'est un peu limite de dire ça, mais le problème, c'est que c'est un jeu auquel on peut perdre beaucoup. Mais l'idée du jeu, c'est l'adhésion. En fait, c'est vraiment trouver l'adhésion. Si on arrive à le voir un côté ludique, je pense que les gens pourraient adhérer plus facilement. Encourager le partage d'expérience. Donc le fait de dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Hein. Le fait de dire, voilà, moi, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, c'est vraiment intéressant le fait de le partager. Reconnaître, voire récompenser les bons élèves. Alors c'est dommage d'en arriver là, mais ça peut aussi avoir du sens en disant, voilà, l'employé modèle du McDo, en fait, au niveau de l'entreprise, ça va être ça aussi, quoi. C'est dire, voilà, donc un tel ne s'est pas fait avoir, ou à contrario, ça serait pas bien de pointer les gens qui se sont fait avoir, mais justement. Encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est être percutant. À être percutant, et pour être percutant, il faut choquer les gens, quoi. Alors, dans certaines limites, j'entends, mais en tout cas, c'est ce qui peut porter ses fruits. En tout cas, je l'espère. Mieux valoriser aussi les certifications en cybersécurité, ça peut aussi avoir du sens. Alors, en termes de cadeaux, j'allais dire, il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour sensibiliser. Ça tombe bien parce qu'on a eu l'ANSSI ce matin qui a proposé des éléments, cybermalveillance.gouv pareil, .fr. Voilà, donc je vous ai mis des liens. Le slide il sera récupérable, hein, donc au pire vous pourrez cliquer dessus. Voilà, donc je suis allé faire un peu de la recherche sur des vidéos en ligne qui pouvaient aussi être intéressantes. On a parlé ce matin aussi du RGPD au niveau de la CNIL. Ils font aussi un MOOC qui est assez intéressant. Donc voilà, donc je vous ai mis plusieurs liens. Sentez-vous libre d'aller les visiter. Seren Risk aussi, c'était une initiative qui était aussi intéressante. Alors j'ai mis une petite croix à côté parce que le projet est fini, mais par contre toutes leurs vidéos sont accessibles et c'est en français. C'est canadien, mais ça reste quand même français avec un petit accent un peu canadien, mais ça reste quand même français. Donc voilà, donc vous pourrez jeter un œil à ça et ça peut donner des idées pour sensibiliser. Les vidéos que vous pouvez diffuser aussi auprès des collaborateurs, tout ça peut être intéressant.
Donc l'idée de tout ça aussi, c'est faire de la formation. Faire de la formation, et à l'Université de technologie de Troyes, on forme. Donc on a parlé, donc le directeur du TT a parlé ce matin de la licence professionnelle enquêteur technologie numérique. Donc les intervenants juste avant ont parlé des ICC, moi je parle des NTEC, qui est l'équivalent côté gendarmerie. La formation qui est délivrée aux gendarmes, justement c'est un bac+3, donc c'est un diplôme officiel. Voilà, donc on a aussi 10 semaines de formation, comme à la police. Voilà, donc c'est une formation qui n'est pas fermée aux gendarmes, mais à tout le service d'enquête de l'État. Et donc on a des gens de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, des gendarmes forcément, des gens de cyberdouane, on a des militaires aussi du Khalid. Voilà, donc on forme vraiment l'ensemble des acteurs enquêteurs au niveau de l'État. On a un bac+5 qui est un master en fait, qui s'appelle Master SSI, Sécurité des systèmes d'information, qui se fait en 2 ans. On a un M1 et un M2. Voilà, donc je vous ai mis des QR codes qui vous amènent directement sur les pages. Et la formation dont on a parlé tout à l'heure et dont Eric a été le premier à suivre cette formation. C'est un master spécialisé qui s'appelle expert forensique et cybersécurité, donc qui a été labellisé SecNumEdu par l'ANSSI, qui est gage de qualité d'un point de vue technique. Il y a beaucoup de pratiques dans ce type de formation, qui est bien classé sur meilleurmaster.com parce qu'il est 4e, inscrit au RNCP. C'est une formation qui est sur une année scolaire. On propose 2 rythmes de formation. Un rythme en formation continue, donc 3 mois de cours et après c'est 6 mois de stage. Une formation en alternance, donc on a des alternants qui ont un rythme de 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise. On a découpé cette formation par bloc de compétences et chaque semaine en fait c'est une thématique particulière. Donc de l'OSINT, donc c'est du renseignement en source ouverte, on a de l'analyse de malware, donc du rançon logiciel dont on en parlait tout à l'heure, du pen testing, donc de l'audit de sécurité, comment on monte un CERT, ce que fait un CERT, donc les équipes de réponse à incidents, et on a toute une partie sur les systèmes industriels. Ça aussi c'est quelque chose qui est assez émergent, donc on a la chance d'avoir des bancs industriels qui ont été montés par Siemens directement pour notre formation, et voilà, donc c'est vraiment intéressant de faire du test de sécurité, de l'audit de sécurité sur ce type de matériel qui est assez nouveau, on va dire. Voilà. Et donc on a des intervenants professionnels qui sont reconnus, qui sont du métier. Ces compétences-là, elles sont très recherchées par les entreprises. Donc s'il y a des entreprises, même locales, qui sont intéressées pour rencontrer nos étudiants ou pour récupérer des étudiants, que ce soit en stage ou en alternance, n'hésitez pas à nous contacter, ça peut très bien se faire. Et pour les entreprises, donc je disais, l'idée c'est la possibilité de recruter un alternant, voire un stagiaire, qui est déjà titulaire de bac+5. Ça aussi, c'est quelque chose dont on a parlé juste un peu avant. Ce qui est vraiment important, c'est les alternants qu'on vous propose, ce sont des alternants qui sont déjà bac+5 en fait, parce que là, on les prépare un bac+6. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être derrière l'étudiant. L'étudiant, il est déjà autonome. Ça peut déjà être un collaborateur qui a un background en sécurité informatique. Et là, en fait, on l'amène à un niveau encore supérieur qui est hyper spécialisé sur des thématiques qui sont vraiment nouvelles, qui sont vraiment très recherchés. Puisqu'on parlait de la pénurie des talents cyber, nous, on essaie d'y répondre. Alors, je ne l'ai pas mis, mais pour la petite histoire, on a à peu près 300 demandes par an et on ne peut satisfaire que 50 personnes. D'accord, donc on a vraiment, et en plus on est très très sélectif parce qu'on a trop de demandes en fait. Voilà, donc on a un peu, c'est la rançon du succès, quoi. Voilà, et donc aussi pour les entreprises qui sont intéressées, on peut aussi discuter la formation des collaborateurs. Alors on le fait pour le côté banque assurance, donc ce que vous appelez l'upskilling, c'est aussi ce qu'on sait faire en fait au niveau des grands groupes et même d'autres entreprises, quoi. Voilà. C'était tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur la présentation, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Merci. Bon. Pas de questions? Très bien. Ça veut dire que j'ai été clair. Je te rends ton bien. Oui. Merci. Par contre, Clément, c'est possible de réagir rapidement sur ce sujet de la sensibilisation? On est là pour ça, bien sûr. Tous les points qui ont été indiqués sont hyper intéressants. Alors, je rêverais, moi, d'être à 8%. On s'en rapproche doucement, mais on n'y est pas encore. Je vais peut-être commencer. Clément m'a rapidement présenté un Jean-Yves Ruzawen, AXA France. Je voulais juste rajouter des éléments que je pense beaucoup de gens ont en tête et qu'on utilise, alors avec un succès, je pense, qui est encore à approfondir, mais qui est là.
c'est la notion de formation, alors que je vais qualifier de pseudo-certifiante. On ne dit pas qu'on va avoir une formation, un diplôme d'État ou quoi que ce soit, mais on fait des espèces de compétitions en interne avec, voilà, l'entreprise va vous donner la médaille d'or si vous avez bien répondu à toutes les questions, et tant que vous n'avez pas la médaille d'or, on continue, hein. Faut la refaire et la refaire et la refaire. Un deuxième point, je pense, qui est important, parce que là, historiquement, chez AXA, quand on a commencé à faire ces campagnes de phishing qu'on fait maintenant très régulièrement, on a d'abord assez, j'ai envie de dire naïvement, targeté nos collaborateurs, nos employés internes. Donc ne pas oublier la totalité des personnes qui ont accès à votre système d'information, hein, que ce soit des prestataires sur site, à distance, des services managés. C'est vraiment important de les inclure dans ces démarches, parce que finalement, ce sont aussi des points de faiblesse. Et le dernier point que je voulais signaler, alors là, qui s'adresse peut-être un peu moins à la totalité des employés ou des gens qui ont accès au système d'information, on cible en fait les personnels qu'on a identifiés comme étant des personnels sensibles, soit parce qu'ils ont accès à des données particulièrement sensibles ou à des volumes de données importants, ou alors parce qu'ils ont des accès à privilèges sur le système d'information. Et ces gens-là, ce n'est pas de la formation en ligne avec un e-learning une fois tous les 3 mois et puis la petite médaille d'or, ce n'est pas la campagne de phishing uniquement, c'est tout ça, plus des formations où vraiment là, on est sur on y passe une demi-journée, voire une journée, et on fait ça à un intervalle très régulier parce que le risque associé à ces gens-là, il est fort. Alors on va parler de phishing, on va parler de robustesse de mot de passe, on va parler de stockage de mot de passe. Parfois, il y a des choses vraiment effrayantes qu'on peut trouver sur le système d'information, même avec des gens qui sont censés avoir la fibre IT, et on en remet des couches, hein, sur ces personnels-là. Voilà, je voulais juste partager. Oui, bonjour. Je vais profiter du fait que tu aies voulu être animateur en fait de la table ronde pour rebondir sur la partie sensibilisation et rebondir sur ce que disait Édouard aussi sur la diversité des métiers de la cybersécurité. C'est pas uniquement quelqu'un qui est sur un clavier, qui fait de la technique ou de l'informatique, mais on peut trouver des linguistes qui vont travailler sur la CTI, la recherche de renseignements sur les menaces cyber. On peut trouver des juristes, on peut trouver des commerciaux. Enfin, vraiment, le monde est très vaste et tu avais raison de dire ou Édouard, pardon, qu'on a du boulot jusqu'à la fin de nos jours dans ce monde-là, parce qu'en fait, on représente une grande partie des métiers transverses de l'entreprise. Je passe après tout le monde, donc c'est facile pour moi de faire quelques commentaires. Je vais rebondir sur ce qui avait été dit ce matin à propos des victimes. On est dans la sensibilisation et bien vous faire passer le message que c'est pas parce que vous pensez ne pas être une cible pour des attaquants potentiels que vous ne serez pas touché par une cyberattaque. On a vu ce matin que l'erreur de cible était possible, mais on a vu aussi en 2017 avec des épisodes comme WannaCry et NotPetya qu'on peut faire partie de dommages collatéraux d'entreprises ou de secteurs qui sont visés par le sujet. Et enfin, sur la sensibilisation, l'importance des événements récurrents, et je vais y revenir puisque c'est une partie qu'on voulait soulever lors de cette table ronde sur la récurrence de ces événements de sensibilisation, et puis surtout sur l'exemplarité des chefs. J'ai mon épouse qui travaille dans la qualité, ce qui est un petit peu le même travail que nous. Après, tu auras le droit de me taper dessus ou de lui dire tout le mal que tu penses de la remarque qui va suivre. Mais elle me dit qu'on fait à peu près le même métier et que dans la qualité, il y a un adage qui dit normalement le poisson pourrit toujours par la tête. Ce qui veut dire que l'exemplarité des chefs, elle doit être derrière le RSSI. C'est un des points qu'on veut aborder ce matin aussi avec vous, n'est pas le garant de la sécurité de l'information dans une entreprise. Il n'a pas, c'est pas l'atlas de la sécurité. Il est là en tant que chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, il ne sait pas forcément jouer du piano, de la trompette. Et si on ne lui donne pas les éléments, ou si on ne lui donne pas les moyens de travailler, et si on ne donne pas du temps à ses collaborateurs ou aux collaborateurs de l'entreprise pour travailler sur le sujet, ça ne mènera à rien. Donc là, le rôle de la direction, il est très important. Ça doit être un sujet qui doit être pris à cœur par le CODIR et qui doit être mené dans l'ADN de l'entreprise. Et donc, pour en revenir au sujet de la table ronde, qui est la sensibilisation et la récurrence des événements, je vais juste faire un petit peu de contexte par rapport à mon entreprise. J'appartiens à une entreprise qui fait à peu près 37 000 personnes à travers le monde, qui s'occupe de l'intégration, de l'accompagnement, de la transformation numérique des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que j'appartiens à une entreprise aujourd'hui de 37 000 personnes, mais que je viens d'une entreprise
qui était beaucoup plus petite il y a encore 3 ans. Et en fait, il y a eu un regroupement de plusieurs entreprises avec une culture et puis des pratiques qui sont différentes. Donc, on est quelque part un jeune grand groupe, on essaye de niveler par le haut nos pratiques. En termes de sensibilisation, c'est aussi un sujet. Donc aujourd'hui, on a cette récurrence annuelle par les obligations des régulateurs, des clients, on en parlera tout à l'heure, de faire cette sensibilisation annuelle auprès des collaborateurs. Et pour vous donner des pistes de réflexion, c'est pas parce qu'on est un grand groupe qu'on a des grands moyens, mais c'est pas parce qu'on est une petite entreprise qu'à fortiori on aura plus de moyens. Donc il y a des possibilités de faire de la sensibilisation à moindre coût en s'organisant un petit peu au sein de l'entreprise. Et c'est ce que nous on a commencé à faire chez NTT. On a créé un petit groupe de 5-6 personnes aujourd'hui qui réfléchissons à comment véhiculer des messages de sensibilisation en dehors des grande messe annuelle sur le sujet. Et tous les mois, on prend un sujet, à la fois un sujet grand public, on inverse d'un mois sur l'autre, et un sujet qui est propre à l'entreprise. Et on profite aussi de l'actualité, comme les cybercriminels profitent de l'actualité pour nous causer du mal, nous aussi on profite de l'actualité. Et par exemple, il y a 2 mois, on a profité du buzz qu'il y avait autour de ChatGPT, pour véhiculer un message de sensibilisation auprès de nos collaborateurs. ChatGPT, en termes de problèmes de sécurité ou de protection de l'information, ce n'est pas un sujet nouveau. C'est un sujet de comment je vais, moi, exfiltrer de l'information sensible de mon entreprise vers un tiers que je ne maîtrise pas. Voilà, donc c'est le genre d'organisation ou de sensibilisation qu'on peut faire passer avec un budget zéro. Il faut juste un petit peu de créativité, d'idées, et puis on sensibilise 30 000 personnes assez aisément. Oui, alors je rebondis donc peut-être sur un propos. Jean-Yves, donc vous avez dit que le RSSI, et puis Eric, donc vous l'avez dit aussi, que le RSSI donc s'imbrique dans tout l'écosystème de l'entreprise avec différentes directions. La cyber et le numérique ne sont pas l'apanage du RSSI qui doit composer avec d'autres personnes. Alors justement, comment est-ce que la stratégie générale de l'entreprise sur les RSSI peut et doit se constituer au niveau de l'entreprise? Alors, ce que je vais essayer de faire sans compliquer trop la chose, c'est présenter rapidement peut-être l'écosystème d'AXA. Enfin, comme tout le monde le sait dans la salle, on est un groupe international et des sujets aussi structurants que la cybersécurité, ce ne sont pas que des décisions de chacune des entités locales, que ce soit AXA en France, AXA en Allemagne, AXA au Japon, etc. Donc quand on démarre cet exercice de construction de la stratégie, ça commence par nos équipes au niveau du groupe qui font le lien avec les principaux régulateurs dans les pays dans lesquels on est présent. Donc ça c'est un premier point pour s'alimenter sur voilà, que disent les régulateurs. Le groupe a aussi des dispositifs de veille qui lui permettent d'alimenter sa réflexion. Et le groupe, bien évidemment, ne travaille pas en chambre, il travaille sur la base d'analyse de risques de sécurité qui sont fournis par chacune des entités locales, en disant voilà moi ma situation, voilà les risques que je vois venir ou les risques que je gère aujourd'hui. Ça permet au groupe de définir, je dirais, des premières orientations. Et aussi de décider là où il y aurait nécessité à investir ensemble. Un exemple qui devrait parler à tout le monde, on n'a pas, moi, côté AXA France, je n'ai pas un SOC, un centre de sécurité opérationnelle AXA France. Je profite d'un service groupe qui est le même que l'ensemble des entités du groupe AXA. Donc on vient bien sûr financer ce dispositif, on vient l'alimenter avec un ensemble de cas d'usage qui nous paraissent intéressants à traiter, mais c'est vraiment dans une optique de mutualisation que tout ça démarre. Donc le groupe définit ses orientations, définit des sujets qu'il faut financer ensemble, et à partir de là, on rentre au niveau des entités où on va avoir une instanciation de cette stratégie, parce que bien sûr, il peut y avoir des spécificités locales, il y a des régulateurs européens ou français en ce qui nous concerne, on a nos équipes audit qui ont pu éventuellement identifier des manquements et donc il faut se servir de ces points remontés pour alimenter la stratégie. Et puis on a les équipes opérationnelles également dans l'entité qui vont indiquer voilà un petit peu la façon dont on gère les choses. Donc il y a une co-construction
entre différentes équipes sécurité au niveau local, des gens qui sont sur la définition de la stratégie et qui ensuite vont être dans le contrôle, et puis des gens qui vont être dans cette co-construction de stratégie, mais à terme dans la mise en œuvre opérationnelle et dans le suivi opérationnel. Et sur cette définition de stratégie, bien sûr, on en a parlé sur la sensibilisation, il ne faut pas oublier les utilisateurs qui sont au cœur de tout ça, il ne faut pas oublier nos sous-traitants, parce qu'on ne peut pas uniquement considérer qu'on va sécuriser un axe à France en propre, c'est tout l'écosystème avec nos sous-traitants, en particulier les tiers qu'on a identifiés comme étant essentiels à notre continuité, et nos filiales qui gravitent autour de la galaxie Axa France, une galaxie parfois un petit peu riche, avec, on est le grand groupe international, mais gravitent en fait des filiales qui sont des PME, des ETI, et qui parfois présentent un risque pour nous et ne sont pas, en tout cas, toujours traités de la même façon que ce qu'on fait je dirais, pour notre SI en propre. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont autour du RSSI, qui bien sûr est le chef d'orchestre. Une fois qu'on a défini cette stratégie, alors je le dis, c'est pareil, je pense que tout le monde a bien ça en tête, il faut aller voir notre COMEX et puis expliquer finalement la douloureuse et puis être convaincant sur c'est ça les budgets qu'il faut mettre sur la table si on veut si on veut rester à niveau sur la cyber. Et alors, justement, donc, sur les activités de sensibilisation, sur le déploiement de la stratégie cyber au niveau du groupe, lors d'une de nos dernières conférences, les intervenants que nous disaient, qui étaient RSSI, que nous disaient, alors nous, c'est vrai que on a mis assez longtemps pour mettre en place toute une panoplie d'actions sur le cyber, mais qui n'entrave pas la productivité de l'entreprise, puisque il y a un certain architecture à respecter. On peut pas éteindre que les serveurs comme ça. Il faut prendre en compte tous les aspects physiques et donc serveurs. Et donc comment est-ce que au sein de vos différents groupes, ou est-ce que au sein de l'UTT ou de NTT, comment est-ce que vous faites pour essayer d'allier la qualité de la sensibilisation, la qualité du déploiement de la stratégie, sans impacter cette productivité? Alors, on a effectivement les sujets de la sécurité qui pourraient être vus comme un frein parce que c'est un ensemble de prérequis supplémentaires et qu'il ne faut absolument pas oublier nos objectifs principaux qui sont des objectifs métiers. Donc on a vraiment essayé d'inculquer une démarche dans l'entreprise de ce qu'on appelle le security by design. Donc depuis je dirais la phase d'idéation d'une initiative, les équipes sécurité sont embarquées, elles essaient de prendre le sujet, d'identifier les points à traiter et de le faire tout au long du cycle de vie d'un projet, de façon à éviter, je dirais, l'étape de on n'était pas dans le sujet, vous êtes prêt à livrer, et puis finalement au moment de la livraison, là on vous dit il y a 72 failles, c'est totalement impossible de mettre ça en production et vous repassez par la case départ et on en reparle dans quelques mois. Donc on a vraiment cette démarche où les équipes sécurité sont embarquées de A à Z et on a essayé d'inculquer cette dynamique, cette culture du security by design. D'ailleurs, plutôt bien fonctionné et qu'on essaye de répliquer maintenant avec des niveaux de maturité qui sont différents sur le data by design. Et puis là, les sujets sur lesquels on arrive, c'est le réglementaire by design qui est un sujet, on en parlera sur la partie réglementaire pour le cyber, mais il n'y a pas que la partie cyber. Donc on essaie vraiment de répliquer ça de façon à être, je dirais, sans impact sur... je vais utiliser un terme anglais, notre time to market, donc le délai pour livrer finalement le nouveau produit à destination du client final. Ça, c'est sur la partie projet. Sur la partie, je suis désolé, les mots français ne viennent pas toujours, donc je vais utiliser le business as usual, surtout ce qui est le récurrent, les dispositifs qu'on met à disposition. Bien sûr, on vient voir nos utilisateurs pour des formations, etc. Donc ça prend du temps. Alors c'est, je pense, un investissement qui est absolument impératif. En revanche, on a un ensemble de dispositifs où finalement nos métiers et nos utilisateurs ne sont pas exposés, je le dirais, négativement. C'est important qu'on les informe, c'est important qu'on fasse des exercices réguliers de gestion de crise, etc. Mais ce ne sont pas des sujets où il y a
une pénalisation sur la performance. Je ne sais pas si on parle des fournisseurs, des sous-traitants maintenant, ou si vous voulez peut-être rajouter quelques éléments par rapport à ce que j'ai indiqué, comme vous le souhaitez. Hein. Alors les sous-traitants, je l'indiquais tout à l'heure, c'est un élément absolument clé dans toute la chaîne de valeur et puis dans l'écosystème de l'entreprise. Et donc tout ce qu'on fait d'un point de vue sécurité sur notre système d'information interne, c'est important de s'assurer qu'on a en tout cas un minimum de garantie pour les différents fournisseurs. Donc il y a la théorie et la pratique. Donc la théorie, on a une jolie annexe sécurité des systèmes d'information, qui est un document qui fait quasiment 50 pages, qui précise l'ensemble des obligations auxquelles on souhaiterait que nos fournisseurs se conforment, avec tous les indicateurs sécurité qui vont bien. Alors sur des choses tout à fait triviales, comme sur des choses plus sophistiquées. S'assurer par exemple que tous les postes de travail ont un antivirus, ont un EDR, le nombre d'exercices de type déni de service qui ont été faits par le fournisseur. Donc on a tout ça. Alors finalement, ça s'appuie sur des frameworks assez classiques, de type ISO. Ça s'appuie aussi et surtout sur notre politique interne. Qu'est-ce que nous, on cherche à viser comme objectif, et donc on demande à ce que la même chose soit faite au niveau de nos sous-traitants, et en particulier des sous-traitants vraiment essentiels pour notre continuité. Donc ça, c'est la théorie. Dans la négociation d'un contrat, il y a parfois, je vais le dire comme ça, un rapport de force. Alors on arrive à passer des choses, on n'arrive pas. Je dirais qu'il y a vraiment le minimum du minimum à passer, c'est le droit d'audit. Vous assurez que vous pouvez auditer votre fournisseur. Assurez-vous, si jamais c'est un fournisseur avec lequel vous avez des échanges de données ou qui accède à des données dans votre système d'information, assurez-vous en fait de bien comprendre tout ce qui se passe sur ces données et toutes les garanties que le fournisseur peut vous donner. Je prends un exemple très simple. On va s'appuyer sur un fournisseur pour faire des campagnes de télémarketing, et en fait on leur envoie des données de nos clients à intervalles réguliers. À l'occasion de ces campagnes, s'assurer que le fournisseur, une fois que la campagne est terminée, dans des délais sur lesquels on s'est accordé, il a bien des mécanismes de purge de nos données, de façon à ce que notre empreinte finalement chez lui soit limitée au strict nécessaire. Donc ça, on n'a pas toujours la possibilité de pousser la totalité de notre annexe, mais à minima bien comprendre comment sont gérées nos données, avoir une bonne cartographie de nos sous-traitants, de façon à pouvoir réagir rapidement si jamais se posait un souci, en quoi je suis exposé par rapport à ce fournisseur-là. Si lui, son SI a été compromis, est-ce que j'ai un risque de contagion, est-ce que j'ai un risque de fuite de données, et puis essayer de pousser des engagements avec des indicateurs clés. C'est l'approche qu'on essaye d'avoir systématiquement au niveau AXA. Monsieur Janson, vous voulez rebondir sur le... Ah oui, je veux bien rebondir, parce qu'on est typiquement un fournisseur de tous les grands du CAC 40. Moi, j'ai la casquette de RSSI pour un système d'information classique de nos utilisateurs, mais j'ai aussi la casquette de RSSI sur les projets qu'on délivre pour nos clients. Et notre SI se retrouve connecté à tous les grands du CAC 40 et à tous nos clients. Et donc, ce que vous venez d'évoquer, où ça me faisait sourire, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que nous, fournisseurs, on peut vous contaminer, mais vous aussi, vous pouvez nous contaminer. Et quand on commence à avoir cette discussion de quelle place, et le fait que ce SaaS soit valable dans les deux sens, il y a certains fournisseurs où ils n'entendent pas ce qu'on leur demande. Donc, bien porter la charge de on peut les contaminer, la réciprocité. Et on a aussi le même problème sur nos sous-traitants à nous, bien évidemment. On peut aller beaucoup plus loin. Quand on embarque un code, aujourd'hui, quand on embarque un code open source, vous pouvez embarquer quelque chose. On a évoqué tout à l'heure les médailles d'or, mais comment on forme les développeurs, on peut aller très très loin. Vous avez parlé des dirigeants tout à l'heure, mais quand vous regardez qui clique, c'est du dirigeants qui cliquent beaucoup plus fréquemment. Quand vous regardez par catégorie, par grade, on se rend compte qu'il y a plus de dirigeants qui cliquent, de managers ou de VP que de collaborateurs. Il y a plein de sujets. On n'a pas évoqué les réseaux sociaux. Un phishing aujourd'hui de masse, la traduction de phishing, c'est hameçonnage. Hameçonnage, c'est plus particulier. Ça commence par aujourd'hui, on cherche sur les réseaux sociaux une entreprise qu'on veut cibler, on va regarder ce qu'on trouve, et après on va faire un phishing spécifique pour la personne. Le phishing de masse aujourd'hui, c'est beaucoup plus détectable. Le phishing individualisé, c'est plus compliqué. Après, c'est comme disait Patrick Payot il y a quelques années, c'est du bon sens paysan ou c'est des règles d'hygiène.
Quand vous partez en vacances, si vous mettez sur votre porte d'appartement, je suis en vacances. Quand vous voyez certains dirigeants qui mettent sur leur messagerie un auto-reply qui dit qu'ils sont en vacances de telle date à telle date, moi je suis pirate, ça me fait bien rire quand même. Oui, je vais rebondir dans le même sens, puisque vous l'aurez compris, moi aussi je suis un fournisseur quelque part. Voilà, c'est ça. Et donc aussi un des messages qu'on voulait faire passer, mais je vais me substituer à Denis Boyer ce matin et faire un petit sondage, c'est combien d'entre vous aujourd'hui ont une maîtrise à 100% de leur informatique. Donc du coup, ok. Donc ça veut dire que 99% de la salle sous-traite une partie de la gestion de son système d'information à un sous-traitant. Et de la même manière que nous, fournisseurs, on accepte des exigences de nos clients, eh bien moi, en tant que client, auprès de mes fournisseurs, je me dois aussi d'avoir certaines exigences de sécurité. Et pour faire quelque chose de simple, il n'est pas question pour moi d'embaucher ou de contractualiser avec un fournisseur qui, à minima, n'a pas les mêmes degrés d'exigence en termes de sécurité que ceux que moi, je peux offrir à mes clients. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des questionnaires de sécurité, des évaluations de sécurité, mais ça passe surtout par des clauses contractuelles. Et ces clauses contractuelles, elles doivent, comme le disait Jean-Yves, être une espèce de discussion entre le client et le fournisseur de qu'est-ce que j'attends moi en tant que client de la part de mon fournisseur en termes de protection de mon information. Et puis, côté fournisseur, qu'est-ce que moi je vais accepter comme ingérence dans mon organisation. Et tout ça étant plus ou moins aujourd'hui piloté, quand on se rapproche effectivement des comptes du CAC 40, piloté par des régulateurs. Et après, sur quelle base on va organiser ces exigences-là? Au travers de normes. J'ai pas peur de dire que AXA est l'un de mes meilleurs clients sur ce sujet-là parce qu'il a le questionnaire le plus clair que j'ai eu depuis que j'ai rejoint l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Il est calqué sur l'ISO 27000 et du coup c'est un vrai plaisir parce qu'on ne découvre rien, il n'y a pas d'entourloupe, c'est vraiment sur un référentiel qui est connu et reconnu de la part de tous et c'est très facile. Alors sans aller dans le détail d'une ISO 27000, posez-vous la question à chaque fois, vous contractualisez avec vos infogéreurs de qu'est-ce que j'attends de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils me doivent en termes de protection. Aujourd'hui, est-ce que vous avez conscience que peut-être votre boîte mail en tant que dirigeant, il y a peut-être des personnes à l'extérieur de l'entreprise qui y ont accès. Voilà. La question de Clément tout à l'heure, c'est comment on organise la sécurité au sein de l'entreprise. C'est toujours un curseur quelque part entre le risque et puis ce qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir contrer ce risque-là. Ouais, un dernier petit mot, pas forcément en réaction directe, un point auquel je pensais, ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est voilà, on peut avoir toutes les annexes qu'on veut, c'est pas toujours une évidence de pouvoir imposer ça à un fournisseur et parfois il y a une négociation qui s'engage et notamment sur des très gros fournisseurs qui finalement vont vous dire moi j'ai telle et telle certification et ça devrait suffire comme garantie, ce qui est malheureusement loin d'être si évident que ça. Il y a maintenant, alors c'est des choses sur lesquelles on n'est encore pas aussi mature que ce que je souhaiterais, mais il y a maintenant des acteurs sur le marché qui se positionnent sur l'évaluation du niveau de sécurité des différents sous-traitants de la place. Je ne fais pas de publicité, mais par exemple un CyberVadis. Donc c'est des choses où, si on n'a pas toujours la capacité à pousser toutes les clauses contractuelles qu'on souhaiterait, de pouvoir s'appuyer sur eux pour avoir une évaluation qui soit en tout cas normée, objectivée de la sécurité de tel ou tel sous-traitant. C'est des services qui, je pense, sont déjà bien développés et qui continuent à s'étoffer. Donc voilà. Voilà, donc ça, il y a toujours le sujet de quelles sont les méthodes de mesure. Je veux que je fais réagir avec CyberVadis. Parce que nous, on s'essaye d'anticiper cette notation que pourraient regarder nos clients et donc du coup, j'ai le droit à RiskRecon, CyberVadis, Security Scorecard qui m'analyse mon système d'information au niveau mondial et qui me remonte des vulnérabilités. Mais ils vont vous remonter un certificat périmé, ils vont vous remonter un Windows 2008 qui traîne, mais ça va pas beaucoup plus loin et c'est pas parce que ouais, c'est une indication, mais ça donne pas une idée de la sécurité, ce qui est mis en place dans l'entreprise de la même façon que
Mais c'est pas parce que la note est... Oui, mais c'est très léger, quoi. C'est très léger. Et je pense pas qu'on peut piloter les risques et choisir son fournisseur sort que par cet indice-là, quoi. Mais typiquement, il prend pas en considération ce qui est noté. Et quand vous avez une entreprise qui a des milliers de serveurs, c'est pas la même chose qu'une entreprise, c'est plus facile d'en trouver un qui est détaillant. Tu veux rebondir, Preza, ou pas sur le... Non? Non. Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée sur le RSSI, ses missions, son quotidien, ses qualités? Non? Pas de questions? Ok. Bon. Eh bien, merci, messieurs. On va peut-être s'arrêter là pour ce matin. Eric, je te propose donc de faire ta présentation. 5-10 minutes. Ouais, t'as 5-10 minutes. Tu peux projeter. Tu peux projeter quand tu veux. On va se débrouiller. Du coup, je vais faire ça sans filet. Normalement, c'est mon président Benoît Fuseau, qui est le RSSI de la CASDEN, qui devait faire cette présentation. Malheureusement, il a été retenu ailleurs. Et je vais juste vous parler de l'association pour laquelle je suis administrateur, qui est l'association Clusif. Et ça va aller assez vite. C'est une association aujourd'hui qui a un certain nombre de délivrables ou de livrables en français à son actif, les principaux étant le panneau crime qui revient sur l'actualité de l'année précédente. Le panneau crime a lieu tous les ans au mois de janvier et revient sur tous les actes de cybermalveillance qui se sont déroulés l'année précédente, ou en tout cas ceux qui ont marqué les personnes qui appartiennent à ce groupe de travail. Le deuxième, c'est l'étude MIPS, qui est, à mon sens, le seul sondage sur les usages de l'informatique et de la protection de l'informatique qui existe en France. Et le troisième gros événement de cette association, c'est l'exercice de cybercrise écran qui a lieu tous les 2 ans et dont le dernier exercice a eu lieu l'année dernière de mémoire. Voilà quelques chiffres sur l'association. Je vais retirer ça. Donc c'est aujourd'hui environ 500 entreprises qui font partie et qui sont membres de l'association, avec quelques 1200 participants, chaque entreprise ayant entre 1 et N participants. Une séparation, ou en tout cas deux choses qui sont distinctes et qui sont un petit peu la signature du Clusif. C'est à la fois les personnes qui rendent des services de cybersécurité et puis ceux qui sont utilisateurs de ces services. Et on essaye d'avoir, en tout cas, c'est un leitmotiv au niveau du conseil d'administration, c'est d'avoir 50% de chaque type représenté au niveau du conseil d'administration. L'idéal, évidemment, vous l'aurez compris, c'est que demain, on ait 95% d'utilisateurs et 5% d'offreurs, ce qui voudrait dire que les messages de sensibilisation sont réellement passés et qu'on a touché un petit peu tout le monde. Je voulais m'attarder, moi, sur ça. Au sein du Clusif, il y a des groupes de travail. Le groupe de travail, c'est quelque chose qui est organisé par un des participants au Clusif
pour une thématique qui peut lui être chère pour plusieurs raisons, soit parce qu'il est ignorant sur le sujet, mais il a un besoin en entreprise, donc il veut monter en compétence sur le sujet, donc il va monter un groupe de travail. Ça peut être quelqu'un qui a une certaine expertise sur un sujet, qui veut partager sa connaissance avec l'ensemble de la communauté, ou c'est quelqu'un qui a décidé que voilà, c'était un sujet qui l'intéressait, qu'il est ni vendeur de cette solution-là, et puis qu'il n'en a pas un besoin particulier. Et on peut monter ce genre de groupe de travail qui débouche toujours sur un livrable, une publication, et qui a donc vocation normalement à s'arrêter au niveau de la publication. 2 exceptions, le panneau crime qui est récurrent tous les ans, et puis MIPS également qui revient sur la table tous les ans également, avec une particularité aussi pour le groupe de travail qui œuvre sur les systèmes industriels et qui remet ses publications régulièrement à jour. Et puis ensuite, on a des espaces dans lesquels il n'y a pas de notion de livrable, mais c'est surtout de l'échange, du partage, d'expériences. Et on est un petit peu à livre ouvert sur ces domaines-là, toujours avec cette idée de c'est pas parce qu'on est novice qu'on ne peut pas participer, bien au contraire. Et je voulais, moi, attirer votre attention sur 3 espaces. L'espace de sensibilisation numérique, parce que c'est dans la droite lignée de ce que l'on vient d'évoquer autour de cette table ronde. L'espace RSSI, parce que c'est quelque chose auquel votre propre RSSI peut participer, donc qu'il soit novice, et donc récupérer de l'expérience, ne serait-ce récupérer de l'expérience sur les retours d'expérience, éventuellement de cyberattaques qui ont été l'objet de certains de nos membres. En plus, cet espace-là est en mode Chatham House, donc très très confiné, et rien ne sort de nos réunions, en fait. D'où l'intérêt qu'il n'y ait pas de livrable. Donc on se dit des choses dans cet espace-là que même au sein de nos propres entreprises, parfois on n'évoque pas. Et puis si je suis un RSSI plus expérimenté, eh bien, je vais pouvoir partager moi avec la communauté sur l'installation de tel ou tel produit, la mise en place de telle ou telle procédure, ou un rétex sur un cyberincident. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'espace Coter. Je ne sais pas s'il y a des membres des collectivités territoriales. Donc là aussi, c'est un espace qui est exclusivement réservé aux personnes qui appartiennent aux collectivités territoriales. C'est la condition sine qua non pour pouvoir y rentrer. Et ensuite, un groupe de travail sur les systèmes industriels. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'industriels dans l'Assemblée, mais là aussi, c'est quelque chose où vous pouvez aller chercher de l'information, comme participer à la création des livrables. Et puis, ce matin, on évoquait le sujet, où le président de l'UTT évoquait le sujet de l'IoT. On a aussi un groupe de travail sur l'IoT. Vous avez quelques exemples de livrables récents. Je ne m'attarde pas dessus. La présentation sera disponible. Et puis voilà, faire aussi un petit focus sur le fait qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec Cybermalveillance GouVFR, avec l'ANSSI, et tout ça pour vous dire que le maillage de tout ce qui vous est proposé, tant en amont qu'en aval des incidents, est très fort, et il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas aujourd'hui chaussures à votre pied. L'Occlusif, c'est aussi un certain nombre de réseaux locaux. Et donc, je crois qu'il y a un Clusir Grand Est, je suis même certain qu'il y a un Clusir Grand Est qui peut, selon votre proximité, être aussi une solution de repli. Et puis, vous aurez un certain nombre de contacts, et vous pouvez nous suivre là aussi sur Twitter et sur LinkedIn sans problème. Je n'ai pas de stand aujourd'hui puisque la CASDEN n'est pas présente, mais si vous souhaitez me contacter ou me poser des questions par rapport à cette association, je serai du côté de cybermalveillance pendant la pause déjeuner et puis un peu plus tard si besoin. Voilà, merci beaucoup. Donc merci Eric de conclure cette matinée par cette belle présentation d'Occlusif. Donc merci à vous messieurs pour votre présence, pour vos interventions de qualité. Merci à l'auditoire
pareillement. Donc j'espère que les 2 conférences de ce matin vous auront plu, auront pu répondre à certaines de vos questions. La plupart de nos intervenants restent encore donc dans nos murs jusqu'à cet après-midi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir les voir. Voilà. Donc on se retrouve à 13h30, me semble-t-il, pour une présentation d'une démonstration de cyberattaque qui va être réalisée par Orange Cyberdéfense. Et donc j'invite les intervenants à me suivre pour continuer. Merci. Merci. À tout à l'heure.